Donc, Sophie Miklos est directrice de recherche à l'INRAE. L'INRAE est assez en force quand même aujourd'hui sur ces questions. Elle fait tellement de choses que je ne peux pas en parler là maintenant parce qu'on n'a pas le temps. En particulier, elle a beaucoup travaillé sur l'alimentation des enfants à la crèche, quand on a commencé à faire des choses ensemble. Aujourd'hui, elle va nous parler de restauration scolaire. Et des travaux qu'elle a fait autour de ça, surtout des observations qui ont été faites, en liant évidemment cette question à la question des différences dans l'accès à une alimentation de qualité, satisfaisante. Bref, Sophie, je te laisse la parole, tu diras tout ça beaucoup mieux que moi. Effectivement, je suis beaucoup intéressée à l'alimentation des enfants et c'est ce qui m'a amené au sujet de la restauration scolaire. Mais l'angle que je voulais prendre aujourd'hui, c'est bien de l'accessibilité de la restauration scolaire alors à différents niveaux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voudrais remercier, je commence un peu par la fin, mais différentes contributions à mon propos d'aujourd'hui, notamment de Nicole Darmon, Lucille Marty et Justine Damani, donc mes collègues d'INRAE, et ainsi que par différents collègues du service de restauration scolaire et d'alimentation durable de la ville de Dijon, puisque je vais présenter un certain nombre de données issues de la restauration scolaire de la ville de Dijon. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Merci. Je vais repartir de quelques généralités qui expliquent le système de restauration scolaire et peut-être quelques caractéristiques structurelles. Je vais essayer d'aborder la question de l'accessibilité sous trois angles. Donc, la dimension, l'accessibilité territoriale, l'accessibilité économique et hédonique. Ça, c'est mon petit truc à moi. Donc, elle va évoquer cet aspect-là tout à l'heure. Pour comprendre finalement les différentes échelles qui peuvent structurer l'accessibilité de la restauration scolaire. Donc la suivante, s'il vous plaît. Donc tout d'abord, j'ai repris un texte d'Antoine Matte de 2019 qui rappelle ici les enjeux relatifs à l'alimentation scolaire. Donc une alimentation suffisante durant la pause méridienne pour des raisons de santé et de bien-être, mais aussi pour des raisons éducatives. La nécessité d'un service d'accueil pour garantir la sécurité des enfants et pour favoriser une activité professionnelle pour les parents. Et puis la fonction d'éducation à la citoyenneté, à l'alimentation, et également, ce qui va peut-être nous concerner plus ici, l'importance accrue de la cantine pour les enfants des familles pauvres. Donc voilà, ces enjeux, vous les connaissez bien. La suivante, s'il vous plaît. Et dans ce contexte, on voit que le sujet de la restauration scolaire est un sujet qui est fortement mobilisateur sur des aspects de qualité nutritionnelle, d'empreinte environnementale et d'éducation alimentaire. Alors, ici, j'ai repris quelques-uns des rapports récents sur le sujet. Donc, deux rapports du CNA, un sur les enjeux de la restauration collective en milieu scolaire, un autre sur l'éducation à l'alimentation, un rapport du CNESCO sur l'alimentation à l'école, aussi un rapport du CGAER sur l'éducation alimentaire de la jeunesse, le rapport de 2020 de la DIGESCO sur l'éducation à l'alimentation et au goût. C'est un vadémécum pour l'éducation au goût à l'école. Et puis, diapositive suivante, s'il vous plaît. J'ai juste affiché, hop, voilà, c'était juste, il y avait, si vous pouvez revenir en arrière. Voilà, j'avais aussi rajouté le rapport récent de l'ADEME sur le retour sur l'expérimentation des leviers pour une restauration scolaire plus durable, notamment la mise en place des menus végétariens. Donc voilà, c'est un sujet qui est très documenté. Je voulais essayer juste d'amener quelques éléments nouveaux dans ce paysage pour aujourd'hui. Donc la suivante maintenant. J'ai repris ici quelques diapos de Nicole, donc encore merci Nicole. Donc simplement pour rappeler que le service de repas scolaire est obligatoire au collège et au lycée, qu'il est facultatif à l'école primaire, et quand le service est proposé, tous les élèves doivent en bénéficier. Et plus d'un enfant sur deux fréquente la cantine scolaire, donc à peu près 58% des 3 à 17 ans la fréquentent, et à raison de 4 à 5 fois par semaine en général. Donc, on a un taux de fréquentation qui est majoritaire, mais qui n'est pas total. Et ce qui va m'intéresser en particulier, c'est de comprendre les déterminants de ce taux de fréquentation. La suivante, s'il vous plaît.
Donc là encore, merci Nicole. Simplement, cette diapo permettait de rappeler le cadre réglementaire qui a déterminé comment la qualité de l'alimentation à l'école a été pensée. Donc finalement, on aboutit au fur et à mesure des différentes réglementations, ou recommandations, pardon, à des menus structurés en 4 ou 5 composantes, donc, qui sont bien connus des acteurs du secteur. Donc, entrée, plat principal, accompagnement, produits laitiers et desserts, avec des grammages recommandés, aussi adaptés aux besoins nutritionnels des enfants, et certaines fréquences de service obligatoires pour certains plats, dans des séries de 20 menus successifs. La suivante, s'il vous plaît. Je crois qu'on va encore pouvoir passer directement à la suivante. Voilà. Là encore, hein, merci Nicole. Voilà, on va s'arrêter là. Simplement pour souligner que les réglementations plus récentes ont souligné aussi l'aspect alimentation durable de la restauration scolaire, notamment la loi Egalim qui a proposé une expérimentation sur les repas végétariens hebdomadaires, puis la loi climat et résilience qui a pérennisé cette expérimentation, et donc les repas végétariens sont devenus obligatoires, avec aussi l'entrée en vigueur de la nécessité de proposer 50% de produits de qualité et durables, dont plus de 20% de produits bio. Voilà, simplement pour rappeler ce cadre, et on va pouvoir passer à la suivante. Donc ça se traduit depuis le décret de 2011 en un certain nombre de critères fréquentiels obligatoires, donc 15 critères qui concernent différentes catégories d'aliments, donc certains fixant des minimums de fréquence pour certains groupes d'aliments ou des maximums selon que c'est des aliments plutôt à favoriser ou à limiter dans le régime des enfants. Et si vous cliquez une fois, vous voyez, j'ai matérialisé par ces flèches bleues les 4 critères qui déterminent particulièrement la qualité nutritionnelle des assiettes des enfants. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Voilà, on s'est demandé notamment des travaux conduits par Pierre Chiaverina, qui était encadré pendant son stage de M2 par mon collègue Valentin Bellassène, qui est présent parmi vous, et Emmanuel Reynaud, auquel j'ai participé vraiment très marginalement. Quelle était la disparité territoriale de l'atteinte de ces critères? Et pour la méthode, on a utilisé des données collectées dans 110 restaurants scolaires de municipalités ou associations intercommunales de la région parisienne. Et les données des menus de 20 jours de novembre 2018 ont été analysées, donc 20 jours, pour pouvoir évaluer l'atteinte des critères fréquentiels du GEMRCN pour ces 20 jours. Donc, on a évalué l'atteinte de ces critères fréquentiels qui sont un bon proxy en fait de la qualité nutritionnelle des menus proposés aux enfants, ainsi que l'empreinte environnementale, donc avec une estimation des émissions de CO2 liées à ces menus. Et on a analysé donc si ces variables dépendaient de variables telles que la modalité de gestion de la restauration, la fréquence de service des produits sous appellation, liés à la réglementation, la coloration politique des votes des municipalités, le niveau d'études de la population résidence, la taille de la municipalité. Donc la suivante, s'il vous plaît. Ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, il y avait une grande disparité territoriale dans l'atteinte des critères, puisque la première ligne, par exemple, c'est l'atteinte des 15 critères nutritionnels du GEMRCN. On a un minimum à 9,1, là on avait un critère relatif, un maximum à 14,7, donc tous les critères ne sont pas atteints, loin de là, et même quand on fait une analyse binaire de l'atteinte de ces critères, on retrouve là encore des chiffres encore moins favorables. Sur ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, là aussi on retrouve des disparités importantes avec une émission moyenne pour les 20 repas analysés de 1,17 versus 2,59 pour les plus importantes. Donc la suivante. Pardon. Pour ce qui concerne donc, les déterminants de la qualité nutritionnelle, on a observé qu'elle était meilleure dans les communes où il y avait une autogestion de la restauration scolaire versus une gestion concédée, où la proportion de votes était plus importante et où la taille de la municipalité était plus importante. Donc des disparités territoriales qui sont liées à des critères structurels dans l'organisation de la restauration scolaire ou liées aux caractéristiques de la municipalité. Et la suivante, s'il vous plaît.
En ce qui concerne les émissions de CO2, donc là encore, on a comme déterminant positif l'autogestion de la restauration scolaire et puis une interaction entre l'autogestion et la proportion de la population avec un diplôme élevé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc là encore, même sur le critère impact environnemental qui était moins travaillé à l'époque, hein, je rappelle, les données dataient de 2018, la loi Egalim n'était pas encore en vigueur, on avait des disparités territoriales importantes. Donc la suivante, s'il vous plaît. Sur les disparités sociales de la fréquentation de la restauration scolaire. Donc là encore, je reprends le travail de Nicole, qui nous renvoie en fait à la thèse de Karine Dubuisson qui avait été conduite et soutenue en 2013. La fréquentation, selon ce travail, était positivement associée au niveau socio-économique. Donc soit au niveau d'éducation, soit au statut socio-économique. Et Karine Dubuisson avait aussi conduit des entretiens où elle demandait aux parents finalement pour quelles raisons leur enfant ne fréquentait pas la restauration scolaire. La raison numéro un, c'était le fait qu'un adulte était présent à domicile pour faire manger l'enfant. Donc, dans le contexte Covid, évidemment, et confinement, il y a eu effectivement une absence d'accès à la restauration scolaire qui a probablement contribué à une aggravation de l'insécurité alimentaire. Et le point aussi que soulevait Nicole, c'était la tarification sociale qui était suggérée, mais encore peu répandue. Donc, puisque dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, il a été mis en place une incitation à une tarification sociale que seulement une commune sur 5 pratiquait, selon un rapport de Terra Nova. Donc on a voulu repartir de ça aussi pour ce qui concernait la restauration scolaire de la ville de Dijon. Diapositive suivante. Et donc essayer de comprendre les disparités sociales de fréquentation de la restauration scolaire pour une municipalité donnée, c'est-à-dire en fixant un certain nombre de caractéristiques structurelles qui par ailleurs pourraient freiner l'accessibilité à la restauration scolaire. Donc pour ce travail, on a analysé les données de 38 restaurants scolaires élémentaires de la ville de Dijon, répartis sur tout le territoire, comme vous pouvez voir sur cette petite carte. Donc pour chaque restaurant, on a calculé le taux de fréquentation, c'est-à-dire le nombre de repas annuels moyens servis en restauration, divisé par le nombre d'enfants inscrits dans les écoles, non pas inscrits à la cantine, mais vraiment inscrits dans les écoles. Et on a aussi calculé le prix moyen du repas payé par les familles à partir des données d'inscription des parents, puisque la ville de Dijon applique une tarification sociale mise en place en 2010. Et on a analysé 2 séries de données, donc une série de données en 2019 où la tarification sociale s'étalait de 1,17 € à 6,78 € par repas versus l'année 2021 où cette tarification sociale a été étendue, si l'on veut, puisque les repas étaient proposés de 50 centimes à 7 €. Donc voilà. Donc ici, la suivante. Je vous présente les données de 2019. Donc, ce que vous voyez, chaque point sur ce graphique représente un restaurant scolaire. Donc, en ordonnée, vous avez le taux de fréquentation et en abscisse, le prix moyen payé par la famille pour chaque restaurant scolaire. Et donc, on voit que le taux de fréquentation est très variable d'un restaurant scolaire à l'autre, avec un minimum à 40% et un maximum à 94%. Et le prix moyen payé par les familles est une des variables qui semble très bien expliquer cette variation du taux de fréquentation. Donc, ce graphique pose énormément de questions sur l'accessibilité, bien que les tarifs, ici, le tarif minimal soit à 1,50 € en fait, donc un tarif relativement bas. On n'est pas encore complètement au tarif plancher qui était proposé par la ville. Et quand on regarde la suivante, s'il vous plaît. Donc là, j'ai superposé les données de 2021, suite à la crise Covid et au réajustement des tarifs. Donc, on observe finalement un amortissement relatif de la relation entre le taux de fréquentation et le prix moyen payé par famille. Néanmoins, la différence entre les deux courbes n'est pas significative. Et ce qu'on observe également, c'est une diminution du taux de fréquentation, probablement consécutive au retrait de la cantine des enfants suite au Covid qui n'y sont pas revenus. Alors, ça devrait aussi peut-être s'interpréter avec
taux de télétravail des parents qui sont peut-être plus disponibles pour faire manger leurs enfants. On n'a pas pu analyser cet élément parce qu'on n'avait pas cette information. Donc la suivante, s'il vous plaît. On a regardé également le prix moyen payé par repas. Donc, j'ai oublié de dire qu'on a plus de 10 000 familles qui sont inscrites à la restauration. Donc, on a quand même un certain nombre de données. Donc, on a une très forte disparité du prix moyen payé par repas entre les parents qui choisissent d'inscrire leur enfant sur un panier repas, par exemple un plan d'accueil individualisé, qui inscrivent leur enfant sans porc ou en menu classique. Et on n'a pas d'effet lié à l'année d'observation, donc entre 2020 et 2021, donc suite au renforcement du caractère social de la tarification. En fait, ce qui structure le plus le prix moyen payé par repas, c'est l'effet du régime, donc le choix panier repas sans porc ou classique, beaucoup plus que l'effet année. Donc, l'effet du renforcement de la tarification sociale qui était déjà en place, ici, n'a pas eu vraiment d'effet sur les prix en fonction des différents régimes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On a cherché, alors désolé, c'est un tableau pas très lisible, mais je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. On a cherché à prédire le taux de fréquentation donc, parmi les 38 restaurants de la ville de Dijon dans un modèle où on explique le taux de fréquentation par le prix moyen par repas et par le pourcentage d'enfants qui mangent sans porc. Et en fait, on observe que le prédicteur le plus important, c'est le pourcentage d'enfants qui mangent sans porc. Donc, plus ce taux est important, plus la fréquentation est faible. Donc, c'est un prédicteur qui a un effet négatif. On a réitéré sur les données 2021, suite à l'extension de la tarification sociale, on retrouve le même résultat. Donc, le prédicteur le plus important du taux de fréquentation est le pourcentage d'enfants mangeant sans porc. Bon, pour 2021, les données étaient un petit peu moins bien ajustées que pour 2019. Pardon. Diapositive suivante. Le modèle est moins bien ajusté, mais on retrouve exactement le fait que c'est le pourcentage d'enfants mangeant sans porc qui est le plus prédicteur. Donc, on a vu la dimension économique de l'accessibilité par l'analyse que je viens de vous présenter. Maintenant, c'est aussi intéressé donc, à la dimension hédonique, donc comment les enfants apprécient les repas dans les différents quartiers. Et c'est l'objet de la partie suivante, donc diapositive suivante. Donc, toujours dans nos 38 repas, on a installé dans chaque repas une borne de satisfaction qui permettait aux enfants de voter pour indiquer comment ils avaient apprécié chaque plat qui leur était servi lors de chaque repas. Donc, on a fait toute une phase de validation et d'explication auprès du personnel et auprès des enfants, que je ne vais pas trop décrire ici. Diapositive suivante. Et donc, on a collecté les données sur toute l'année scolaire qui vient de s'écouler. Donc là, j'ai repris des chiffres entre septembre 2021 et avril 2022. On n'a pas pu encore mettre à jour sur les tout derniers chiffres de la fin de l'année scolaire. Donc, au total, on a énormément d'observations, donc plus de 146 000 votes individuels à nos bornes. En moyenne, pour chaque jour, chaque plat, on a 1500 notes données par les enfants. Et donc, on analyse les données ici au niveau des repas, au niveau des restaurants. Donc, les données sont moyennées par restaurant et ensuite, on fait l'analyse des plats plus ou moins appréciés. Bon, là, vous avez diapositive suivante. Sur la droite, les plats les plus appréciés, les moins appréciés, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. On va passer à la suivante. Voilà, là, on était particulièrement intéressé par la comparaison entre menus végétariens et non végétariens, puisque c'est les menus qui font l'objet des incitations notamment de Egalim et de la loi Climat et Résilience. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir si l'appréciation de ces différents types de menus était contrastée d'un quartier à l'autre. Donc, ce qu'on voit déjà sur le graphique en moyenne, c'est la comparaison des barres rouges et vertes au milieu. C'est que ces deux types de plats sont également appréciés par les enfants. Donc là, on a énormément de données pour faire cette comparaison. Donc, pas de différence significative d'appréciation entre le menu végétarien ou non végétarien, enfin en tout cas le plat protidique.
On voit par contre, comme vous le voyez sur la droite, des différences entre les accompagnements. Quand les plats ont des frites, on voit une petite plus-value pour les frites. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui est noté au milieu. Donc, si on ajoute dans ce modèle un effet du restaurant et qu'on teste les interactions avec l'effet menu végétarien ou non végétarien, toutes les interactions sont non significatives. Ça veut dire que ce pattern d'appréciation est le même d'un restaurant scolaire à l'autre. Donc, on n'a pas de différenciation en fonction des différents quartiers. Alors que, comme vous l'avez vu précédemment, le taux de fréquentation, le prix moyen payé par repas, etc., le pourcentage d'enfants mangeant sans porc, extrêmement varié. Et diapositive suivante. La même chose pour une comparaison où on a cette fois-ci reclassé les plats selon l'origine des protéines qui sont proposées, donc soit bœuf, porc, volaille, poisson, œuf ou fromage et végétal. Donc là, on voit des petites différences dans le sens où les plats qui sont préférés sont les plats à base de porc, volaille ou d'œufs et ou de fromage. Viennent ensuite le poisson, le bœuf, puis les plats à base uniquement de protéines végétales. Et donc là encore, si on teste l'interaction avec l'effet des restaurants, on ne voit pas de différence significative. Donc là encore, l'appréciation hédonique n'est pas contrastée d'un restaurant à l'autre. Voilà pour ce qui concerne ce que je voulais vous présenter. Donc je vais passer à la diapositive suivante. Donc j'ai résumé ici les différentes fonctions de l'alimentation, simplement pour avoir une petite lecture aussi de ce que j'ai pu dire par avant. Donc fonction nutritionnelle, fonction plaisir, socialisation et identité. Et je vais essayer de résumer comment je vois l'accessibilité de la restauration scolaire sur ces différentes dimensions. Donc la suivante, s'il vous plaît, et encore une fois. Donc, en ce qui concerne la qualité nutritionnelle, on peut dire que du fait des contraintes réglementaires assez importantes, elle est relativement excellente dans les dispositifs de restauration scolaire en France, mais avec des disparités territoriales assez fortes qu'on a pu observer, et notamment en lien dans notre étude sur la région parisienne, en lien avec le fait que la cantine soit autogérée ou concédée. La diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Voilà, pour ce qui est de la dimension plaisir, on peut dire que oui, cette dimension est largement accessible pour les enfants. Dans notre étude, tous les plats ont au-dessus de la moyenne. En moyenne, évidemment, on a des notes individuelles plus contrastées que ça. Et donc, le plaisir ressenti à la cantine, ça va pouvoir dépendre des moyens ou du talent des cuisiniers et aussi des plats et accompagnements, comme je vous l'ai montré précédemment. Mais il semble que c'est une dimension qui soit bien couverte. Suivante, s'il vous plaît. Pour la socialisation, on peut dire qu'elle est assez bonne. Les enfants, en général, sont contents de manger à la cantine pour pouvoir discuter avec leurs copains, mais le rôle des adultes est parfois ambigu, puisqu'il y a parfois des pratiques éducatives un peu coercitives qui sont mises en place en restauration scolaire, notamment pour limiter le bruit qui est souvent perçu comme un frein au plaisir à consommer. Donc voilà, une petite vigilance là-dessus. Et enfin, sur le dernier point, l'aspect identité, on a vu que le frein à la fréquentation de la restauration scolaire, c'est en particulier le fait que l'enfant mange sans porc. Et donc, ce que je pense, c'est soit lié au fait que dans ces familles, un adulte est présent à la maison pour faire manger aux enfants, ou alors l'offre peut-être semble pas suffisamment adaptée pour ces marqueurs alimentaires identitaires. Et donc, dans ce cas-là, on peut supposer que la restauration scolaire, son accessibilité est fortement limitée par le principe de laïcité, qui est un des principes fondateurs de l'école. Voilà, donc on va passer à la conclusion. Diapositive suivante. Non, un tout petit peu avant, encore avant. Merci. Donc voilà, j'essayais de résumer un petit peu cette présentation. Donc le système de restauration scolaire tel qu'il est établi en France permet l'accessibilité à une alimentation de bonne qualité nutritionnelle, notamment grâce à un cadre réglementaire assez contraignant. Et donc, cependant, on observe de grandes disparités territoriales dans l'application de ce cadre réglementaire, avec peu de suivi ou peu de rappel à la loi.
Et on observe cette différence autogestion-délégation de services qui interroge. La fréquentation de la restauration scolaire est très variable d'une école à l'autre dans une ville donnée. Enfin, ça, c'est nos observations sur la ville de Dijon. Je ne sais pas si c'est totalement généralisable. Je n'ai pas vu beaucoup de données de ce type, donc j'aimerais pouvoir comparer. Le prix est souvent mis en avant comme un frein à la fréquentation de la restauration scolaire, mais dans l'étude qu'on fait, notamment quand on regarde l'effet d'une extension de la tarification sociale, on ne voit pas d'impact sur la tarification, sur la fréquentation, pardon. Donc on peut s'interroger finalement sur les freins sous-jacents à la fréquentation. Et donc d'autres facteurs étaient mis en évidence. Donc le fait qu'une personne soit disponible à la maison pour faire manger l'enfant, comme disait Karine Dubuisson, ou alors le fait que l'enfant mange sans porc. Et on avait vu aussi un effet du prix moyen payé par les familles, donc l'accessibilité financière peut être aussi quand même évoquée. La diminution du prix post-Covid a amorti les disparités socio-économiques de manière non significative, donc peut-être qu'on n'a pas assez de recul encore pour observer cet effet. On a observé aussi une baisse de la fréquentation pendant cette même période. On observe positivement, disons, c'est que le goût des plats proposés aux enfants plaît autant dans les différents quartiers. Et la dernière réflexion que je voulais faire, peut-être pour ouvrir la discussion, c'est le fait qu'on peut s'interroger sur la capacité du système à se maintenir dans le contexte inflationniste actuel, puisque la restauration scolaire est largement subventionnée. Elle est sous la responsabilité des collectivités, mais elle peut être subventionnée indirectement par le gouvernement. Donc, dans le contexte inflationniste, on voit déjà une augmentation des prix. Alors, pas dramatique et qui répercute pas complètement ce qu'on entend dans les médias. En discutant avec le responsable de la restauration scolaire de la ville de Dijon vendredi, il me disait que pour lui, c'était plutôt de l'ordre de 5%. Depuis la crise en Ukraine. Mais voilà, ça nécessite quand même un réajustement et bon, voilà, éventuellement des modifications de vote budgétaire ou si les municipalités font un choix différent, peut-être des conséquences sur la qualité. Donc, je pense que c'est un point à discuter. Et enfin, toute dernière diapositive. Merci pour votre attention. J'ai mis ici un QR code alors, à mon écran. La qualité n'est pas terrible. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous. Ça renvoie à une vidéo qu'on a fait sur notre projet sur la restauration scolaire de la ville de Dijon, donc, qu'on appelle Chouette Cantine, et notamment sur tout le volet éducation alimentaire. Donc voilà, si vous êtes curieux de ce sujet, vous pouvez aller voir ça et je vous remercie pour votre attention. On va passer à la table ronde peut-être et puis on prendra les questions après. Donc je vais appeler Anne Lafalaise et Véronique Munier à me rejoindre. Enfin, j'y suis pas encore. Mais... Alors donc Anne Lafalaise travaille à Restoco, c'est ça, hein, Restoco, donc c'est un réseau interprofessionnel des collectivités, enfin de restauration collective en gestion directe, et vous vous occupez de ça à Saint-Denis, c'est ça? Voilà, ouais. En fait, je représente l'association Restoco, mais je travaille en tant que directrice de la restauration pour la ville de Saint-Denis. D'accord, très bien. Et vous, donc, Véronique Mounier, vous êtes chez Elior, vous êtes responsable de nutrition et vous appartenez au syndicat national de la restauration collective, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà. Le CNRC, le syndicat de la restauration conseillée. Voilà. Très bien. Donc, vous avez déjà un petit peu discuté tout à l'heure, avant que je vous rejoigne. Donc, j'imagine que vous avez déjà un peu organisé la façon dont vous souhaitez intervenir. Est-ce que vous aviez décidé entre vous de qui interviendrait en premier? Comment vous voulez présenter les choses? Non, pas vraiment, pas du tout. Je pense que déjà, je remercie Sophie Miklos pour sa présentation et tout le contenu vraiment très intéressant. Il y avait beaucoup de matière et les salles sont passées un peu vite. On avait envie, en tout cas en ce qui me concerne, de pouvoir creuser, de mieux comprendre ces chiffres, parce que voilà, il y a beaucoup de matière. Voilà, je voulais rebondir sur un certain nombre de points, mais peut-être que vous avez...
Alors, voilà, en fonction de la présentation, c'est vrai que ce côté d'accessibilité, alors de la restauration scolaire, enfin collective scolaire, mais pas uniquement scolaire, j'allais dire, moi je voudrais l'ouvrir aussi vis-à-vis du portage à domicile, vis-à-vis également des adultes actifs, pour les personnes voilà, à faible ressources. Déjà, ben, voilà, la restauration collective, par nature, elle a son rôle social avec des repas complets, équilibrés, variés, avec toutes les recommandations au niveau du GMRCN en cours aujourd'hui et qui sont pour la restauration scolaire encore mises à jour. Donc on est quand même dans un cadre voilà, précis donc sur cette notion de qualité et donc d'équilibre et avec un prix modéré qui est souvent donc à la fois subventionné sur la partie entreprise, donc au niveau privé ou au niveau des collectivités pour les familles, avec un certain nombre d'actions qui vont au-delà de l'instant juste repas, pause méridienne, comme des petits déjeuners également. Voilà, il y a d'autres actions qui peuvent être corrélées sur d'autres moments de la journée pour avoir cette accessibilité. Alors sur la première partie dont vous parliez au niveau de la partie territoriale, ce côté d'accessibilité territoriale, là mon ressenti bien sûr c'est que enfin, globalement notre ressenti il est plus d'avoir un peu une fracture, c'est peut-être un terme un peu fort, mais entre la partie urbaine et puis la partie plutôt rurale, province. On intervient sur l'ensemble du territoire français, on a 9700 restaurants au niveau meilleur, donc on a aussi bien des grandes villes comme de petites écoles, de petits restaurants scolaires. Donc oui, ce côté différence, de familiarité, de consommation au niveau des plats qui peuvent se faire en fonction justement de la partie plutôt urbaine et plutôt province. Je ne sais pas si sur la partie territoriale vous voulez... Oui, donc je me joins à ma collègue pour dire que votre présentation était très intéressante et qu'elle fait vraiment écho à une question qu'on se pose actuellement à Saint-Denis, puisque nous avons un taux de fréquentation très bas sur cette commune, de l'ordre de... Alors, très bas pour une commune de ce type-là, puisque nous sommes à moins de 60% de taux de fréquentation, et que l'une des grandes actions de notre maire actuelle, c'est de mettre en place la gratuité de la restauration scolaire, dont l'un des objectifs est notamment d'accueillir le plus d'enfants possible pour bénéficier d'une restauration équilibrée et de qualité. Et voilà, donc comme vous l'avez suggéré, on pense que ce n'est pas le seul frein, et notamment des questions de régime que peuvent avoir les enfants à la maison, mais aussi des pratiques culturelles, et aussi, j'ajouterais aussi une mauvaise image de la cantine sur laquelle nous essayons de lutter au quotidien, où par principe, de toute façon, la cantine, c'est pas bon. On se pose même pas la question. Des parents nous disent, jamais... À Saint-Denis, on a assez peu de déco dans ce sens-là, mais on a certains parents qui nous disent c'est pas bon. Mais est-ce que vous y avez déjà goûté? Ah ben non. Donc c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, peut-être de mauvais souvenirs que chacun a pu avoir, il y a toujours une méfiance vis-à-vis de cette cantine. Et on s'est aperçu en fait en faisant visiter, en ouvrant la cuisine centrale notamment aux parents, que on a eu des échos mais très très positifs, bien qu'on ait beaucoup de mal à les faire venir, mais les parents qui viennent, ils changent complètement d'image quand ils voient le travail qui est fait. C'est pas une industrie, c'est une cuisine, même si c'est à grande échelle. Et je pense que c'est aussi une donnée importante sur laquelle il faut tous travailler pour faire venir plus d'enfants à la cantine. Avec l'objectif, c'est vraiment une alimentation équilibrée, parce que il y a des, on voit à Saint-Denis des enfants qui pour repas ont un paquet de chips, un coca ou des choses comme ça, quoi. Donc avec tous les problèmes d'obésité nutritionnelle que cela peut engendrer.
Merci, oui. Est-ce que c'est, à votre avis, c'est un problème qui s'aggrave, ça, ce que vous venez de citer, c'est-à-dire ce problème de fracture, justement, entre les enfants qui vont régulièrement à la cantine et pour qui les choses se passent plutôt bien, et ceux qui se contentent des chips et du Coca-Cola, qui vont manger dans la cour, ou après, peut-être pour les plus grands, la fuite vers la restauration rapide. Alors, c'est pas dans la cour, puisque les enfants soit sont accueillis, soit ils sont pas soit ils sont accueillis avec le repas de la cantine, sauf les cas particuliers des enfants allergiques, soit ils rentrent chez eux. Alors, nous, je pense que Sophie et Niklaus en sauraient plus, puisqu'on n'a pas encore étudié ce phénomène. On a une volonté, on a une étude qui est lancée, d'ailleurs je pense qu'on se rapprochera sans doute de vous, pour essayer justement de comprendre ces phénomènes, mais aussi de pouvoir les quantifier. En tout cas, le taux de fréquentation de la cantine ne diminue pas ces dernières années, et on a mis en place la gratuité de la restauration scolaire depuis septembre dernier. Alors c'est assez difficile, on a assez peu de recul sur les chiffres. En plus de ça, on est quand même dans une période un peu particulière, avec des périodes qui sont bien marquées par des taux de fréquentation très bas du fait du Covid, les classes fermées, des instituts pas remplacés, etc., etc. Mais les premiers chiffres qu'on a, c'est qu'on a sur des maternelles, on est de l'ordre de plus 7% de fréquentation. Et on s'attend à ce que, quand ça va être mis en place en élémentaire, à ce que ça soit plus important, puisqu'en maternelle, il y a cet effet du parent à la maison qui est rassurant, l'enfant qui mange avec son parent. Donc si un parent est à la maison, même si le repas à la cantine est gratuit, on préfère quand même garder son enfant. En tout cas, c'est un peu la vision qu'on peut avoir. Vous confirmez ce que vous voyez la même chose? Oui, et puis bon, c'est vrai qu'on sait qu'au niveau de la restauration scolaire, la restauration collective, c'est là où les enfants vont manger le plus de fruits et légumes et de plats cuisinés. Le côté voilà, des plats avec par exemple des cuissons longues au niveau des viandes, et bien souvent c'est plutôt inscrit dans les programmes, dans les plans de menu au niveau de la restauration collective, et pas forcément dans l'habitude de chacun des ménages, et encore plus quand les revenus sont modestes. Donc c'est là où on va pouvoir plus élargir la palette de découvertes alimentaires, manger plus de fruits, de légumes et de plats vraiment qui soient cuisinés, mijotés. Est-ce qu'on a les moyens de mesurer ça, Sophie? Tu sais si on a des enquêtes qui comparent sur des échantillons appareillés, l'enfant qui mange à la cantine et celui qui n'y mange pas, pour pouvoir justement quantifier un peu les différences qu'on vient d'évoquer. Dans l'enquête ELF, l'étude longitudinale française depuis l'enfance, on voulait essayer d'aborder justement la distinction sur les consommations des enfants à la maison, enfin s'ils mangent ou non à la cantine, pour essayer de comprendre quelles étaient les substitutions à la non-fréquentation de la cantine. Donc on était plutôt parti sur l'hypothèse de sandwich, kebab, enfin fast-food, disons, quoi, en fait. Et là, comme ça, j'ai pas de données en tête. À partir de l'enquête 1K3, l'ANSES a fait un comparatif entre les repas consommés à la cantine et les repas consommés hors. Ah non, attends, c'est cantine ou c'est foyer hors foyer? Oui, non, en tout cas, il y avait. C'est peut-être pas dans un 4-3, mais parce que dans un 4-3, il y a eu quelque chose, mais du coup, je ne sais plus trop. Mais il y a eu une première étude où vraiment il y avait cette comparaison entre repas consommés à la cantine et repas consommés hors cantine. Et repas consommés à la cantine étaient de meilleure qualité nutritionnelle. Et donc, la dernière étude dont je ne me souviens plus allait corroborer dans ce sens. Donc, on a effectivement cet effet. Des critères qui doivent être respectés de services de fruits, légumes, poissons, produits laitiers, réduction de services de produits trop sucrés, etc., qui a un effet notable. Après, la différence entre les enfants et les caractéristiques des enfants, c'est là où je pense qu'il manque de données. Juste pour
Oui, il y a une étude qui a été faite par ma collègue diététicienne de la santé pour la ville sur un collège à Saint-Denis avec alors j'ai pas toute l'étude en tête, mais qui a étudié ces questions et notamment elle a inventorié à moins de 500 mètres du collège, bien sûr du collège, le nombre de fast-food. Il y en avait plus d'une quarantaine aux alentours du collège. Et le taux de fréquentation de la cantine de ce collège était de mémoire de l'ordre de 10% uniquement. Donc, et il y avait donc dans les constats de terrain qu'elle a pu faire, voilà, enfin, les enfants se déportaient sur ces fast-foods. Oui, je voulais ajouter, à l'issue du confinement, de la période de confinement, le SNRC a lancé une étude IFOP là auprès de plus de 1000 personnes interviewées. Alors à partir de 15 ans et donc des adultes avec donc des familles qui ont des enfants à l'école et puis des actifs sur justement le rôle, la relation en fait de la cantine avec les personnes. Et donc arrive en premier comme critère en fait donc déjà que la cantine leur a manqué pendant le confinement et arrive en premier ce côté de praticité et de convivialité. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est celui de la diversité alimentaire que peut apporter. Et on a 72% des personnes qui déclarent, c'est du déclaratif, de consommer à la cantine des produits qu'ils ne consomment pas chez eux. Donc voilà, on est bien dans c'est quand même, je pense, dans cet éventail. Puis ensuite, il y a l'offre tarifaire. Donc ça, vous en avez parlé aussi, Sophie Niklos. Nous, dans l'étude, il arrive aussi ce côté de l'offre tarifaire avec une offre, la solution souvent qui est la moins chère. Merci. Oui, on voit vraiment tous les enjeux là et tout l'intérêt des cantines. France, oui, tu veux poser une question? Je me demandais en fait par rapport à ce que disait Sophie sur l'importance pour la fréquentation du prix, du régime et cette histoire de régime en fait évidemment dans le cas des adolescents il y a d'autres critères, mais sur le cas des enfants avant, est-ce qu'il n'est pas concevable que dans les cantines il y ait deux types de plats, un sans porc et un avec éventuellement, qui fait que ça pourrait résoudre un petit peu la fréquentation de ces familles-là, je sais pas. Alors en général, c'est le cas. Il y a toujours, il y a une intervention alternative. Je voulais répondre à France. Effectivement, à Dijon, il y a une offre de plats sans porc. C'est bien pour ça qu'on leur demande de s'inscrire sur ce type de repas. Donc, quand le menu comporte un plat à base de porc, il y a une alternative qui leur est proposée sans porc. Donc, moi, ce que j'ai observé aussi dans la cantine, c'est que dans certains quartiers, certains enfants ne mangent pas la viande, quel que soit le type de viande, en fait. Ils me disent, c'est de la viande, j'en mange pas. Donc, sous-entendu, c'est pas halal, j'en mange pas. Et donc ça, c'est la ligne rouge. Autre point que je voulais ajouter, j'en profite pendant que j'ai la parole, parce que c'est vraiment compliqué sur la prise de parole. On a observé aussi une très bonne qualité nutritionnelle dans les plats, enfin dans l'offre qui est proposée en restauration, du fait de l'ensemble des critères réglementaires. Comme Nicole l'avait observé avec Romane Poinceau, on a retrouvé à peu près les mêmes résultats. Ce qu'on ne sait pas en fait et ce qui reste un peu à creuser, ce qu'on voudrait faire prochainement, c'est la variabilité des prises des enfants pour vérifier effectivement que ça couvre bien les besoins de tous les enfants, notamment les besoins des petits mangeurs, et on sait qu'il y a des petits mangeurs structurels. Dans d'autres études que j'avais l'occasion de faire avec des enfants, on voit que les quantités consommées en dispositif de restauration scolaire peuvent varier en kilocalories de 150 à 650 kilocalories, donc un facteur plus 4. Et donc, ça veut dire que la couverture des besoins nutritionnels, forcément, elle est très variable dans ces cas-là. Et dernier point sur l'offre concurrente, là encore, c'est une anecdote qu'on m'a rapportée. C'est dans des lycées, c'est pas en restauration scolaire élémentaire. Donc, c'est un directeur de lycée qui se plaignait que, en fait, les enfants sont inscrits à la cantine du lycée, mais ils se font livrer Uber Eats au grille du lycée parce que c'est plus fun. Et donc, à Dijon, on travaille aussi avec le Crous qui a mis en place des food trucks sur le campus pour sortir un peu du dispositif rue qui plaise beaucoup.
Donc effectivement, l'offre commerciale concurrentielle, elle peut donner des idées aux enfants ou elle peut amener à de nouveaux modèles. Et donc peut-être ça peut amener à revoir le modèle cantine. Bon, pour les enfants de l'élémentaire, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire dès cet âge-là. Pour des enfants qui grandissent, dont les besoins évoluent également, peut-être qu'on peut se poser la question. Merci. Oui, rapidement, alors peut-être les 2 dernières questions, parce qu'on a pris un peu de retard et il faut qu'on pas trop qu'on s'étende. Puis je suis désolée, c'est 2 petites questions, mais plus de compréhension en fait. Tu disais que le pourcentage d'enfants qui mangent sans porc est le plus prédicteur de la fréquentation de la cantine. Mais effectivement, les diapos sont allés un peu vite. Est-ce que tu pourrais redire le plus prédicteur par rapport à quoi? Par rapport à quelle autre variable dans le modèle? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est par rapport à le fait que finalement tous les plats sont à peu près appréciés pareil. Et tu disais qu'il y avait une variation forcément. Mais justement, j'ai trouvé que dans les graphiques, elle avait l'air très faible, cette variabilité. Alors, est-ce que tu peux commenter là-dessus? Alors, sur les prédicteurs de la fréquentation, on a testé 2 prédicteurs dans ce modèle, uniquement 2. Le prix moyen payé par les familles et le fait que l'enfant mange sans porc. Quand on met ces 2 variables dans le même modèle, seul le fait que l'enfant mange sans porc est un prédicteur significatif du taux de fréquentation. Alors que le prix est aussi un prédicteur significatif quand on le teste tout seul. Mais les 2 ensemble, c'est vraiment le sans porc qui l'emporte. C'est ce que j'ai voulu dire. Effectivement, je n'arrivais pas à voir la qualité de l'écran, si vous voyez mon graphique ou pas. Enfin, là, on est un peu limité par la technique. Mais c'était bien parmi ces 2 prédicteurs. Alors, ce n'est peut-être pas le prédicteur le plus important dans l'absolu. Je vais essayer de creuser avec d'autres variables, notamment des variables sociodémographiques qui caractérisent les familles pour essayer de comprendre aussi justement le rôle de l'activité professionnelle des parents. Et puis, les différenciations dans l'appréciation des plats. Donc, dans ce que j'ai montré sur les graphiques, c'est les moyennes pour les catégories de plats. Et j'avais un graphique où on voyait, alors là, il y a quelque chose qui s'affiche, mais c'est une autre analyse. En fait, on avait les différenciations entre les plats les plus appréciés et les plats les moins appréciés. On a quand même au moins une note d'écart. Bon, moi, j'avoue que la ville de Dijon est extrêmement contente de savoir que tous ces menus sont plutôt bien appréciés. Après, quand on regarde dans le détail, on voit que dans certains restaurants, certains plats ne sont pas du tout appréciés, en fait. Donc, ce qu'on voit en moyenne sur les grandes catégories de plats, ça ne reflète pas toujours l'appréciation d'un plat individuellement, en fait. Donc, on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse de ces données. Là, j'ai voulu essayer de faire assez synthétique. Simplement, le message principal, c'est qu'au niveau de l'appréciation des enfants, c'est-à-dire quand on se place vraiment au niveau du goût de l'enfant, on n'a pas d'effet marqueur des différents quartiers. Et tous les types de plats sont à peu près appréciés de la même manière. Bon, dans les grandes lignes, si on rentre dans des détails, on voit des petites différences, mais finalement, c'est assez anecdotique. Alors que finalement, l'accès à la cantine, il est très marqué d'un quartier à l'autre. Sandrine Lurie, merci pour toutes ces présentations. Je voulais rebondir sur les résultats de l'enquête 1K, donc en l'occurrence 1K2. Et on montrait effectivement que la qualité nutritionnelle de l'alimentation globale était meilleure chez les enfants qui fréquentaient davantage la cantine scolaire. Ce qu'on montrait également, alors même si c'est un petit peu annexe comme sujet, c'est que les enfants qui fréquentaient moins la cantine passaient plus de temps devant les écrans également, parce qu'entre midi et 2, du coup, ils mangeaient souvent devant un écran, ce qui est une problématique importante également. Et j'avais une question également. En fait, est-ce que la fréquentation de la cantine pourrait rencontrer comme barrière les démarches administratives, en fait, qui sont nécessaires pour accéder justement à la cantine et puis des prix proportionnés? Toutes les familles n'ont pas forcément les mêmes facilités pour remplir ces documents. Et voilà, je me demandais si ça pouvait être une barrière et si des mesures pouvaient éventuellement être mises en place pour accompagner les familles sur ces démarches administratives. Juste pour répondre rapidement pour le cas de Saint-Denis, l'inscription à la cantine se fait automatiquement lors de l'inscription scolaire.
C'est-à-dire que par défaut, tout enfant est inscrit à la cantine. Et actuellement, même si on est en train de remettre ça en cause, parce qu'en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire et d'organisation des équipes, c'est compliqué, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de préinscription en amont. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'aurait jamais fréquenté la cantine et qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouve là à 11h30, personne ne vient le chercher, il est accueilli, on lui donne un repas, et voilà. Par contre, là, et là je ne pourrais pas vous répondre parce que c'est mes collègues d'un autre service, en termes de, c'est vrai que en termes de justification des revenus pour accéder aux tarifs sociaux, je ne sais pas dans quelle mesure ceci peut représenter un frein voilà, à l'accès de la cantine. Juste un petit complément. Merci Sandrine pour la question. Effectivement, c'est un point quand même à considérer. L'inscription à Dijon, par exemple, se fait par un portail famille, suppose quand même l'utilisation d'un outil informatique. Et il est prévu que dans certains quartiers, des personnes passent pour aider les familles à s'inscrire, justement, pour essayer de limiter ce frein. Donc, au final, je serais incapable d'analyser l'impact de ce point, et c'est quelque chose à garder en tête, effectivement. Alors donc du coup le mot de la conclusion de notre échange, en fait j'aurais aussi un peu le même type de conclusion que Sophie Niclos sur la situation actuelle en matière d'inflation, en matière de problématiques voilà, de produits et qui voilà, met en tension très très forte. Et il est clair que voilà, toute cette variété, la saisonnalité, les produits locaux, on n'a pas eu le temps de parler forcément beaucoup de la loi Egalim avec toute la dimension voilà, qualité produits et puis intégration des produits bio. Tout ça a un coût, on le sait. Et donc là, voilà, on est face à une situation qui est quand même fort compliquée. Il me reste à vous remercier toutes les trois pour tout ce que vous avez apporté, pour l'intérêt de ces échanges.